nous aurons le privilège d'écouter 5 personnalités, des intervenants de premier plan chacun, apportant un éclairage, c'est le cas de le dire pourvu que la lumière reste avec nous pendant l'après-midi, des éclairages spécifiques sur différentes dimensions de ce développement territorial et industriel régional. On va commencer, on va les accueillir un par un et je compte sur vous pour les encourager et les applaudir très très fort. Madame Kenza Gassib, qui est directrice générale du CRI Souss Massa et qui nous présentera les atouts structurants de la région en termes d'infrastructures, de capital humain, de connectivité et de climat des affaires. Monsieur Hicham El-Faleh, directeur général d'El Omran Souss Massa, qui lui nous expliquera comment la planification urbaine et la gestion innovante des zones industrielles participent à la construction d'un pôle d'excellence. Monsieur Marwan Abdelhaté, il a été évoqué tout à l'heure, président du directoire de Medz et directeur général adjoint de CDG Développement, qui partagera sa vision stratégique pour positionner Souss Massa comme hub industriel majeur en insistant sur l'innovation, la formation et les écosystèmes durables. Monsieur Abdelilah Farouk, on l'applaudit également très fort, directeur général de Segula Technologies Maroc, acteur industriel international implanté dans la région, qui nous parlera de l'ancrage local et du développement des compétences de l'innovation entrepreneuriale. Et last but not least, comme on dit dans ces circonstances, monsieur Issam Chabi, qui est directeur de la stratégie et des études à l'Agence marocaine de développement de la logistique, on l'applaudit également très fort, et qui mettra en lumière le rôle fondamental de la logistique pour soutenir et accélérer la croissance industrielle dans la région. Voilà, on a tout le monde au complet. Il ne me reste plus qu'à m'installer. Avant cela, peut-être adresser la première question à Madame la directrice générale du CRI. Kenza Gassib, ça a été souligné à plusieurs reprises et je pense que c'est un élément et un atout central pour la région Souss Massa. Les atouts, et pas seulement sur le plan des infrastructures, les atouts de Souss Massa de manière globale pour attirer les investisseurs et les investissements ici dans la région. Alors normalement, on a dû vous installer des micros, mais je vais le faire très volontiers. Merci Wadia. Quelle question. Mais avant de pouvoir y répondre, je voudrais dire que je suis très ravie d'abord de faire partie de ce très beau panel en retrouvant notre ancien cher directeur général, c'est Marwan, et d'autres collègues évidemment. Je suis, je pense, l'une des personnes les plus heureuses aujourd'hui parce que c'est une concrétisation d'un projet sur lequel on est en train de travailler. Ça fait quasiment 2 ans avec Industrie du Maroc et c'est un grand jour pour nous, donc je suis vraiment très très fière et très heureuse de vous retrouver tous aujourd'hui pour cette première édition, comme ça a été dit, du Forum international de l'industrie des services Souss Massa. Et avant tout, avant de répondre encore une fois à ta question, Wedia, je voudrais évidemment remercier notre ministère de tutelle. Merci beaucoup pour le soutien apporté à cette initiative. Merci, Monsieur Louali, pour l'appui, évidemment, et tous les efforts déployés pour que ce projet et ce jour puisse effectivement voir le jour. Et puis, évidemment, à Monsieur le Président de la région, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et le Président de la CGM, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais je tenais quand même à le faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été effectivement dites, notamment par Monsieur le Secrétaire général, par Monsieur le Président de région, mais on ne le dira jamais assez. C'est the place to be aujourd'hui. Donc la région Souss Massa connaît depuis quelque temps une dynamique qui se ressent par tout le monde, et notamment les investisseurs. Les chiffres à l'appui. Nous avons des infrastructures d'accueil, notamment en termes de zones industrielles qui couvrent quasiment tout le territoire. Cette zone industrielle, à juste titre, 2 zones d'activité économique, dont certaines sont, si je peux dire, victimes de leur succès, puisque certaines ont été commercialisées à 100%. Donc, petit appel aux investisseurs qui nous viennent des autres villes et des autres régions. Si vous êtes intéressés par la région Souss Massa, c'est le moment de vous lancer, parce qu'en termes de foncier, on est bientôt à court. Des infrastructures qui ont certaines vu le jour, comme ça a été dit tout à l'heure, depuis la déclinaison du PAI, donc des zones industrielles modernes, accessibles, et qui proposent notamment des, si je peux dire, des tarifs avantageux pour les investisseurs par rapport à d'autres zones industrielles.
Et puis sans oublier évidemment un projet de port sec qui va bientôt voir le jour au niveau de la zone d'accélération industrielle. Donc j'ai dit tout à l'heure, on en a 7. Donc un projet de port sec qui verra bientôt le jour. Nous avons également un projet de zone logistique dont la commercialisation a été lancée il y a très peu et qui se fera également très rapidement. Donc une infrastructure riche est très avantageuse effectivement pour les investisseurs qui sont déjà installés et pour ceux qui souhaitent évidemment faire le pas et choisir notre région comme prochaine destination d'investissement. Les micros sont en train d'arriver, je vais utiliser celui-ci. Alors justement, sur un aspect un peu plus particulier, Hicham Faleh, pour l'Omran, comment est-ce que la planification urbaine et justement tous ces aménagements qui ont été évoqués sont-ils pris en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques des industriels qui souhaiteraient s'installer et s'implanter ici dans la région? Très bien. Bonjour à tous. Je vous salue. Je salue chacun d'entre vous, bien sûr, Seyd Louali, monsieur le président de région, messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les ambassadeurs et consuls généraux, bien sûr, comme l'a dit monsieur le président, il a entièrement raison, les industriels. Je me rappelle, avant de répondre à la question, je vous en prie. Une petite introduction, si vous permettez. Je suis là en représentation du groupe l'Omran, qui, comme vous le savez, avec le groupe CDG, Medz, qui est la référence en la matière. On peut apporter également notre pierre à l'édifice pour l'aménagement de certaines zones industrielles. Je me rappelle qu'en 2019, nous avions lancé le premier parc industriel intégré d'Agadir. Et sincèrement, en 6 ans maintenant, on peut sentir avec la ferveur qu'il y a dans cette salle, avec la ferveur qu'il y a dans les allées du salon, le grand changement que c'est. Nous étions un peu seuls, le président de région, d'autres personnes ici, avec les premiers industriels qu'il fallait convaincre, avec les ministères également concernés, avec leurs appuis respectifs. Et là, sincèrement, arriver à ce résultat déjà, c'est en fait un succès. Je veux vraiment remercier les industriels qui ont fait confiance à la région de Souss-Messa. Alors pour répondre à votre question, la planification urbaine, je vais décortiquer le mot, plutôt l'expression en 2 mots, planification. Ça veut dire qu'au niveau de la région, il y a eu anticipation, il y a eu préparation, il y a eu projection, il y a eu une vision à long terme et très long terme pour garantir donc aux industriels le plein, on va dire, d'activité au niveau régional. Il y a eu donc l'étude de plusieurs scénarios et cela a donné des résultats concrets et je pense que mes confrères ici, ma consoeur, détailleront ça également plus amplement. Il y a également urbaine, planification urbaine, avec des documents d'urbanisme. Je vois d'ici la directrice de l'agence urbaine d'Agadir, qui a tout un rôle à jouer, elle et son équipe, sous la supervision directe de Seyd Louali, vivement remercié, avec donc le SDO, le schéma directeur d'aménagement urbain, qui en fait cadre, ou plutôt fixe un cadre cohérent de développement et d'organisation des territoires, à une échelle, on va dire, un peu plus macro, en affectant des dispositions urbanistiques aux différents territoires. Vient un autre niveau qui concerne les plans d'aménagement, qui eux sont un peu plus dans le détail, fixent des dispositions beaucoup plus précises en termes de dispositions urbanistiques. Et si on a pu utiliser la planification urbaine ou être dans l'anticipation, ça montre bien qu'au niveau de la région, d'emblée, après le plan d'accélération industrielle lancé par Sa Majesté le roi Lainsro, il y a eu cette vision à très long terme. Et le résultat, il y a eu plusieurs zones. Je laisserai la parole à Monsieur le Président, directeur général. J'ai vraiment un grand plaisir à utiliser ce mot, parce que c'est un collègue qui était là, que nous appelions directeur général. Il mérite amplement sa nomination. Donc ça, on a vu le parc industriel intégré partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, j'espère bientôt, Inch'Allah. C'est Louali, il accorde une grande importance. D'autres zones industrielles, vous l'avez cité, Monsieur le Président, la zone industrielle de Teima, Tiznit, la zone d'activité économique de Tata également, qui est très importante dont les travaux ont commencé incessamment. Et en fait, la planification urbaine, avec son anticipation, fait qu'au niveau de tous les territoires de la région, sans exception, parce que là, j'ai cité toutes les préfectures et provinces, et donc chacune d'entre elles est dotée d'au moins une zone industrielle, ce qui permet d'accompagner grandement le développement et, on va dire, la création du plein emploi. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. C'est absolument très clair. Et en plus, vous me tendez la perche pour adresser ma question à Si Marwan Abdelaté. Effectivement, au niveau de Medz, la CDG de manière globale, là aussi, il y a toute une dynamique pour rendre
accessible et également positionné de manière stratégique. Sous ce Massa, là aussi, quelles sont les spécificités que l'on met en avant pour déployer le caractère attractif de la région, en particulier sur les zones industrielles? Merci Siwadir. Je suis du fond du cœur très heureux de me retrouver ici, dans une terre qui m'est très chère. La terre et bien évidemment et ses hommes. J'ai passé des années merveilleuses à travailler à vos côtés, à œuvrer au sein de ce collectif qui n'a tari aucun effort pour pouvoir justement se poser les bonnes questions et essayer de trouver des solutions à vos côtés. Merci infiniment, Monsieur Louali, pour votre confiance, Monsieur le Président du Conseil régional. Merci à mes collègues, Madame Kenza Gassib, c'est Hichem Falah, c'est Issam et c'est Farouk, avec qui j'ai eu aussi le plaisir de collaborer. Alors, cette histoire d'attractivité est une question assez épineuse. Et il me semble qu'elle est encore davantage lorsqu'on la voit avec une espèce de microscope. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous analysez un peu sous format d'un schéma directeur l'ensemble des zones d'activité au niveau national, vous comprenez qu'avec l'envol du Maroc sur un plan de développement des infrastructures, etc., que l'ensemble des régions sont en train de se doter quand même de véritables atouts. Ce qui renforce justement cette inquiétude, mais c'est une inquiétude qui est légitime, mais qui est, à mon sens, à peser par rapport à tout ce que l'on pourra déceler comme facteur, je dirais, distinctif d'une région à l'autre. Et donc, dans cet esprit je dirais, d'attractivité, prenons le cas de Souss Massa, c'est-à-dire que quand vous voyez un peu tout ce qui a été bâti courant ces dernières années, notamment dans le cadre du plan de développement urbain, et toute l'infra qui a créé je dirais, ou plutôt qui a amélioré la centralité. Cette centralité, ou cette destination de tourisme, de loisirs, de travail, d'habitat, toutes les infras qui ont permis à cette zone et cette région de réconforter tous ceux qui vont venir travailler. Les infrastructures sanitaires, culturelles, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui ne sont peut-être pas, je dirais, relatifs au foncier, parce qu'on ne parle pas de mètres carrés aménagés, mais c'est des éléments qui sont importants. C'est les questions sur lesquelles se posent, je dirais, bon nombre de gens qui souhaitent venir ici. Et donc, cette attractivité, aujourd'hui, elle est, à mon sens, importante pour pouvoir, justement, la positionner à l'aube de ce qui se passe actuellement. N'oublions pas que nous avons un port à Dakhla qui se développe dans pas longtemps. Nous avons un nouveau port à Safi. Nous avons le nouveau port de Nador Westmed. Et donc, je pense qu'il va falloir être dans la capillarité et réanalyser l'ensemble des chaînes de valeur de la région pour pouvoir essayer d'apporter réconfort pour les structures et les écosystèmes actuels, mais en attirer aussi d'autres. C'est important. Et je pense que si on est dans cette intelligence de data et de mobilisation du collectif, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la partie immatérielle, on sera à même, je dirais, de continuer sur l'élan qui aujourd'hui se construit avec les équipes du CRI et sous l'autorité de M. Louali, du président du Conseil de la région, et avec l'ensemble des partenaires. Et après, finalement, l'histoire du foncier, parce que le foncier, on pourra, avec l'aide précieuse de l'autorité locale, il n'y aura jamais de difficulté à mobiliser des mètres carrés. Mais c'est surtout ce sont les éléments sous-jacents qui sont extrêmement importants et qui vont nourrir, je dirais, cette ambition et lui donner du jus pendant les années qui suivent. Voilà. Tout en s'inscrivant dans la dynamique, celle du développement du pays, et on comprend bien, il y a une dimension assez précieuse que vous soulignez, qui est celle d'une concurrence responsable entre les régions. Il ne s'agit pas de mener des actions qui vont défavoriser certaines et pas d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, il est inutile de se cannibaliser les uns avec les autres. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus intelligent, serein, de chercher les complémentarités. Les complémentarités. Les complémentarités, on peut les voir dans la vie courante. C'est-à-dire que dans une chaîne industrielle,
il y a une transformation d'un intrant qui se transforme en produit semi-ouvré, ensuite produit fini, etc. Et c'est la même chose, les régions peuvent raisonner. C'est-à-dire que ces supply chains qui sont globales peuvent être aussi raisonnées sur un plan interrégional, entre nous, Guilmi Mouednoun, entre nous et Dakhla, etc. Et avoir justement cette capacité à s'entraider et à se partager le gâteau et la valeur ajoutée. Je pense qu'il est utile aujourd'hui je dirais, de raisonner de cette manière pour pouvoir éviter les cannibalisations qui ne serviraient... Oui, et qui seraient contre-productives de toute façon. Absolument. Merci beaucoup pour cette première réaction, Simaroun Abdelate. Je vous voyais, Ila Farouk, acquiescer parce que vous, effectivement, vous avez eu toute la latitude de constater sur le terrain, dans la réalité, à une période d'ailleurs qui n'était pas assez évidente. On était juste à quelques mois, malheureusement, de la crise Covid que nous avons traversée. 2019, vous installez Segula Technologies ici dans la région. Qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas et quels enseignements, surtout, c'est ça peut-être qui va intéresser les industriels qui sont dans la salle et qui souhaiteraient s'inscrire dans ce sillage-là. Quels enseignements vous en tirez au cours de ces 6 dernières années? Merci déjà pour l'invitation. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Wali et tous les acteurs présents. Je suis originaire, moi, de la région, pour le coup, d'Agadir. Donc, je prêche aussi pour ma région. Je suis là aussi pour cela. En effet, tout a commencé en fait par le discours royal. Déjà, il y avait une volonté dans l'entreprise du groupe qui était de sortir de Casablanca et d'aller se positionner dans une des régions. Et puis il y a le discours royal qui a eu lieu, positionner Agadir comme un hub africain avec un rayonnement qui se veut sur toute déjà la région du Sud et puis l'Afrique au sens global. Et c'était en complet alignement déjà par rapport aux objectifs et à la stratégie du groupe à ce moment-là. Donc c'était ça le premier alignement. Le deuxième, c'était quand même, comme l'a signalé tout à l'heure Monsieur Chengli, on a été accompagné par le ministre, Monsieur Moulay Hafid à l'époque, qui a accompagné le groupe pour venir s'installer, avec Monsieur Chengli aussi d'ailleurs à cette époque-là. Et puis tous les acteurs institutionnels, on a constaté dès le départ qu'il y avait une dynamique institutionnelle installée à Agadir qui se caractérise par toutes les institutions qui sont là, le CRI, c'est Marwan à l'époque qui a accompagné toutes ces phases-là, la région elle-même, la préfecture, enfin tous les acteurs qui étaient là et qui nous ont installés, mais vraiment sur tous les éléments de détail. Ça a été un accompagnement, j'ai envie de dire, personnalisé et qui a permis au groupe de venir s'installer dans les meilleures conditions possibles. La deuxième chose reste quand même le vivier de compétences important qu'il y a dans la région. Il y a un système universitaire fourni, il y a l'université Ibn Zour, il y a les écoles d'ingénieurs, et puis il y a aussi les écoles privées aussi qui sont présentes dans la région et qui proposent un vivier de compétences très très intéressant, aligné avec les activités du groupe qui sont autour de l'ingénierie. Et puis le troisième élément, vu qu'on est un business quand même qui tourne autour de l'humain, c'est le cadre de vie, parce qu'on est soucieux de nos collaborateurs. Donc Agadir offre un cadre de vie idyllique pour la région. Donc voilà. Voilà tous ces atouts, on va les décliner au cours de nos différents échanges. Merci déjà pour ce premier aperçu. C'est Abdelila Farouk, c'est Essam Chabi. Il y a un élément qui est crucial, on l'a évoqué, le cadre de vie, le foncier, la dynamique politique, l'accompagnement, la logistique. Elle est aussi cruciale, on le voyait dans le film qui présentait la région, que c'est une région effectivement qui est centrale, pas que par sa position géographique, qui est aussi largement raccordée. De quelle manière est-ce que vous œuvrez pour faire en sorte que la dimension logistique, elle continue à accompagner cette dynamique-là et répondre aux besoins grandissants des industriels qui choisissent Souss-Massa comme lieu d'installation? Merci, je suis particulièrement honoré d'être... Alors approchez un petit peu le micro de votre bouche s'il vous plaît. Ah, il fonctionne, allez-y. Voilà, okay. Très bien. Merci, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie le CRI pour son invitation. Je remercie la région, Industrie du Maroc pour l'organisation de ce forum stratégique qui certes parle de l'industrie, majoritairement de l'industrie, mais n'oublions pas que la logistique aussi, nous la considérons à l'agence comme une sorte de cousin de l'industrie. C'est un accompagnateur important. Je dirais que c'est même la colonne vertébrale pour la compétitivité de l'entreprise logistique.
Bon, nous, la région de Souss-Massa nous est très très chère. D'ailleurs, c'est le premier projet qu'on a développé, c'est au niveau de la région de Souss-Massa. C'est la zone logistique d'Aït-Meloul, qui est une zone destinée à accueillir des installations logistiques et qui va permettre, Inch'Allah, de développer un écosystème logistique qui va servir le tissu industriel, mais qui va aussi offrir des possibilités de mieux gérer la distribution des flux de marchandises résultant de l'industrie et aussi première. Et je dirais que parmi les signes ou disons les indicateurs qui révèlent un petit peu la prise de conscience des industriels par rapport à l'importance de la logistique, c'est que ces dernières années, la fonction supply chain disons, a pris de l'ampleur au sein de l'entreprise industrielle, dans la mesure où on constate que les directeurs supply chain, ils sont beaucoup plus associés dans la direction générale, plus associés dans la décision, dans les prises de décision stratégiques des entreprises industrielles, ce qui fait que ce secteur il est en train de se développer pour justement soutenir au maximum les activités industrielles au sein de la région. Merci, c'est Essam Chabi. On va maintenant explorer un autre aspect qui a été évoqué. Je reviens vers vous, c'est Abdelilah Farouk, qui est celui de la ressource humaine. Vous êtes une entité qui vient s'installer. Forcément, vous avez besoin de recruter. Comment est-ce que vous vous y êtes pris et comment est-ce que vous qualifieriez la qualité de la ressource humaine sur des aspects quand même assez spécifiques et techniques tels que ceux qui vous concernent ? Au tout début, quand on est arrivé dans la région, on a été accompagné par l'ENSA, l'École nationale d'ingénieurs sur place. On avait recruté un premier bench d'une 50aine de personnes qu'on a mis en formation et l'école nous a mis à disposition, tout de suite à notre disposition, ces amphithéâtres. C'est quelques-uns de ses professeurs, des logiciels aussi, parce qu'on utilise beaucoup de logiciels qui nous ont mis à disposition pour la formation au départ. Ça c'était pour le premier batch. En parallèle, le groupe a fait dépêcher de la part de l'Europe plusieurs formateurs pour accompagner la formation. Tout collaborateur arrivant chez Ségula rentre dans un cycle d'intégration qui dure entre 6 et 8 semaines. Cela dépend de la formation et du métier qu'il va exercer par la suite. Ces formations arrive pour à la fois lui donner les basiques et puis les spécificités qui sont liées aux différents métiers auxquels il sera confronté par la suite. La majorité de nos recrutements sont des sorties d'école, donc plus de 70% de nos recrutements sont vraiment des personnes qui sont tout nouveaux diplômés. On a aussi développé avec les différents acteurs de l'enseignement supérieur des adaptations des modules de formation. C'est-à-dire qu'on a des gens de chez nous qui vont participer et donner des cours pour accompagner aussi pour aligner, on va dire, les programmes de formation avec les besoins de l'entreprise. Et là, je tiens à remercier les différents acteurs parce que franchement, ils ont fait preuve d'une certaine ouverture et flexibilité pour nous accompagner sur ces aspects-là. Et ça a été du donnant-donnant parce que derrière les différents stages, on prend en général chez Ségula plus de 200 stagiaires par an pour les former. Et puis derrière, on les recrute bien souvent par la suite. Donc c'est un cycle vertueux où c'est vraiment du win-win. Derrière cela, on a aussi maintenant des projets de faire de l'alternance qui commencent aujourd'hui à avoir un cadre juridique clair au Maroc. Donc ça fait partie aussi de nos projets de développement futur. Marwan Abdelaté, je me tourne vers vous et je vous voyais justement appuyer ce qui était en train de dire à l'instant votre voisin, c'est Abdelilah Farouk. La dimension formation, elle est essentielle, vous le disiez tout à l'heure très justement. Tout ne réside pas dans le foncier. L'innovation, la recherche et la formation, ce sont des capitaux clés pour la transformation industrielle d'une région, en l'occurrence comme celle-ci, Souss-Massa. J'en suis intimement convaincu, sincèrement. Je pense que pour donner de la pérennité et pérenniser un business model, bien sûr qu'il doit être basé sur des hommes et femmes qui travaillent acharnés, avec cœur, mais aussi formés, compétents, formés et qui sont à la page des technologies qui appartiennent à leur secteur d'activité respectif.
Donc la formation est extrêmement importante. Il faut que la formation continue justement, et les programmes de formation continuent à être dans cette espèce d'agilité pour pouvoir suivre je dirais la vitesse à laquelle évoluent les chaînes de valeur. Ce qu'on on ne peut pas imaginer, par exemple, en parlant de logistique, on ne peut pas imaginer un entrepôt géré demain comme ce qui a été fait avant. Avant, on trouvait des caristes, un responsable d'exploitation. Aujourd'hui, vous avez par exemple des entrepôts logistiques qui sont complètement automatisés. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un dans un pupitre qui arrive, qui décharge une palette sur une navette qui roule sur des rails, et ensuite qui arrive à la positionner dans l'alvéole au niveau qu'il faut. C'est-à-dire que nous sommes quand même sur des choses qui évoluent assez rapidement. Et donc nos cursus devraient quelque part évoluer dans ce sens. Et par rapport à la R&D, je pense qu'il y a aussi une nécessité à ce qu'on puisse justement pérenniser les chaînes de valeur actuelles. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui était une tare avant, surtout sur certains périmètres irrigués, je donnerai un exemple concret, avec la station dessalement, quand elle a été lancée, je pense que le périmètre qui a été sécurisé est le périmètre de Stuka Itbeha, comme étant le périmètre par excellence des primeurs. Aujourd'hui, avec l'extension qui est prévue, je pense qu'il y a une possibilité que ces eaux dessalées puissent irriguer les autres périmètres. Et là, je parle en l'occurrence de Tiznit, du périmètre d'El Gerden, etc. Là où on a des productions extrêmement importantes, parce qu'il n'y a pas longtemps, on était à 40 000 hectares de plantations agrumicoles. C'est vrai que les arrachages avaient démarré parce qu'il y avait une tare filma, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a matière à reprendre justement les chaînes d'innovation et de R&D qui vont se nourrir justement de ces intrants pour pouvoir pérenniser les variétés, pérenniser un peu les productions et trouver justement sabile pour la transformation. Parce que extrêmement, nous avons des filières intéressantes. Ergan, ma kaynch ailleurs. Ergan, aujourd'hui, il est utile et opportun de se poser les questions comment on peut justement travailler pour capter toute la valeur ici. C'est-à-dire que la transformation, qui est l'industrie de la défense. C'est-à-dire que lorsqu'un pays achète des munitions, avec dans des espèces de ce qu'ils appellent les contrats offset, il essaie de convaincre, ou il oblige justement le fournisseur à investir dans la technologie. Et moi, je pense qu'il est opportun aussi de faire ce raisonnement, même dans les secteurs. Parce que même quand L'Oréal, j'ai en vrac de l'huile d'argan, je dirais Elsev, par exemple, je suis désolé, c'est pas l'objectif n'est pas de donner. C'est pas grave, ça ne sera pas retenu contre vous. L'essentiel, c'est de leur dire venez investir ici. Même que je te faire du transfert de technologie d'une certaine manière. Ils يديروا des unités qui augmentent justement cette capacité à retenir la valeur ajoutée ici. Faire des transformations secondaires, tertiaires, etc. ici. Idem pour l'agriculture, idem pour un certain nombre pour la partie halieutique avec l'INRH. Donc, ils sont ancrés et que tout le monde doit y œuvrer. Je pense que ça donnerait, je dirais, une espèce de précarité à certains business models et je dirais, une espèce de volatilité sur certaines chaînes industrielles qui ne sont pas nourries par leur maison mère. Et je parle en l'occurrence des multinationales qui n'ont pas ce cas de figure. Les gens qui يجيبوا العلم من عندهم. Et donc, حنا خاصنا نكريو هنايا وخاصنا نتابعوا باش voilà. Voilà, qui est dit est très clair, Marouane Abdelaaté. Merci beaucoup. Hicham El Fellah, justement sur cette approche-là de développement industriel, encore une fois, la dimension industrie pure n'est pas tout. Il y a tout un écosystème, un environnement. Quelle place est-ce que vous accordez à la fois à la démarche participative et avec l'ambition qui est celle de Sousmassa de devenir un pôle d'excellence? Quelle part vous accordez là aussi à toute la dimension formation et compétences? Merci beaucoup. Alors, par rapport à la démarche participative, cet événement en est la pleine, on va dire, illustration. Il y a tous les acteurs, tabarakallah. Comment ça se passe concrètement? En fait, plus nous avançons dans la réalisation de parcs industriels, de zones industrielles, plus nous gagnons en retour d'expérience. Et plus les projets que nous faisons par la suite gagnent en maturité, en efficacité, en efficience et sont beaucoup plus attractifs, encore plus pour les industriels. Et puis le bruit court. Je vais vous raconter moi une anecdote. J'ai assuré l'intérim d'une autre filiale de l'Omran
pour ne pas citer la région. Et j'étais surpris dans le cadre d'un projet de zone industrielle, d'avoir un benchmark, un cabinet très connu dans la place qui faisait une étude de benchmark, et il a placé les zones industrielles d'Agadir en premier lieu, comme, on va dire, le modèle récent. Bon, ça engage le cabinet. Moi, je ne peux pas être C'est pour ça que vous êtes venu à Agadir ensuite. C'est ça, exactement. Et donc, c'est une fierté pour la région de Souss Messa. Certainement que d'autres régions diront que leur zone également n'ont rien à envier à celle de Souss Messa. Mais en tout cas, cette démarche participative est la clé. Concrètement, le projet en fait prend sa maturité au niveau des autorités. Il y a la wilaya, bien sûr, de la région Souss Messa, les préfectures concernées, les provinces concernées, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'Agadir et Daoutanen, il y a toutes les préfectures et provinces de la région. Il y a le centre régional, bien sûr, de l'investissement de la région Souss Messa. Je vois Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services que je salue, également avec leurs équipes qui font des interventions, le conseil régional de Souss Messa, les pourvoyeurs de foncier que nous citons rarement, mais que ce soit la direction des eaux et forêts, que ce soit les domaines privés de l'État ou autres, ils sont vivement remerciés parce que sans eux, nous n'aurions pas ce foncier-là. Et ils contribuent quand même directement à la réussite de ces projets avec des suggestions de leur part, parce que c'est grâce à eux que nous avons également réalisé plein d'autres zones industrielles. Et bien sûr, les industriels. Nous, quand nous intervenons, partie prenante institutionnelle, nous intervenons sur, on va dire, le cadre administratif, juridique, financier, qui permettent un montage, on va dire, technico-financier viable, équilibré pour sortir le projet de terre. Après, il y a les industriels. Quand nous avons, à titre d'exemple, réalisé le parc industriel partie 1, les lots étaient d'une superficie moyenne de 4 000 à 5 000 m². Quand nous avons réalisé le 2, les industriels se sont présentés en disant « c'est parfait, mais pour le 2, s'il vous plaît, écoutez-nous, nous aimerions des lots un peu plus petits, parce que la demande est celle-ci, et de l'autre côté, de l'autre extrémité, monter en nombre de grands lots. C'est ce que nous avons fait, ainsi de suite. Et donc, en fait, c'est là où la démarche participative a pleinement sa place. Et je pense que pour la région de Souss Messa, c'est clairement la clé de succès qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons d'un pôle industriel par excellence. Démarche participative et également recherche d'excellence et de compétences. Exactement. Alors, Agadir, vous le savez, maintenant est doté de, vous l'avez dit, chacun son tour, d'une cité d'innovation, d'un technoparc, de la cité des métiers et des compétences, je ne sais pas si nous l'avons cité, mais à l'entrée de la ville d'Agadir. Tous ces organismes, associés bien sûr à l'université Ibn Zohr ou d'autres acteurs privés, Universiapolis ou autres, font que vraiment au niveau régional, nous n'avons vraiment pas à rugir des capacités offertes au niveau de la région. Et aujourd'hui, c'est les paroles des industriels. C'est les industriels qui nous disent, je pense que Madame la directrice pourra certainement confirmer ça, au niveau de formation, il y a ce qu'il faut. Et quand il n'y a pas ce qu'il faut, c'est en tout cas intégré, bien sûr, avec le plein appui des services centraux des ministères qui sont présents avec nous. Merci à vous. Merci à vous pour cet éclairage. Effectivement, Kenza Gassib, je vous voyais très attentive à ce qui était en train d'être dit sur le plan du capital humain qualifié en particulier. Là aussi, au sein du CRI, ça fait partie des leviers que vous activez. Comment est-ce que concrètement vous œuvrez en faveur de ces compétences ? Le capital humain, ça fait partie tout simplement de l'un des premiers atouts qui font qu'un investisseur va choisir une région pour s'y investir ou pas. Donc on ne peut pas effectivement parler d'investissement sans parler de climat des affaires, et spécifiquement au niveau de notre région. Donc on en a parlé tout à l'heure, des infrastructures d'accueil, un cadre incitatif, un climat d'affaires agréable, positif, et surtout un capital humain qui est qualifié, engagé, et avec un très peu de turnover, avec des témoignages d'industriels, d'investisseurs. Et c'est ce que les gens, en fait, quand ils décident d'aller dans une région pour mettre quand même un paquet d'argent, c'est ce qu'ils veulent savoir. Est-ce que je vais pouvoir trouver les compétences qui vont faire marcher ma société, mon projet? Et alhamdoulilah, effectivement, comme ça a été dit encore une fois, on n'a pas à se plaindre. On a la première université marocaine. On a une université privée qui est une référence également au niveau national. On a la première, c'est Cité des métiers et des compétences, qui propose plus de 80 formations dédiées aux industriels avec une capacité d'adaptation de leur formation par rapport aux besoins spécifiques
en fonction des projets, des secteurs, etc. Donc effectivement, on a quand même une offre en termes de ressources humaines qui fait que les investisseurs choisissent de venir s'installer ici. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit un investisseur marocain, étranger, la première chose qu'ils nous demandent, est-ce que vous avez des formations qui sont dispensées dans tel ou tel secteur? Est-ce que je vais pouvoir recruter des personnes avec ces qualifications, cadres, ingénieurs, techniciens? Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, l'exercice que nous avons mené avec les différents partenaires, nous avons toujours pu répondre à ces besoins. Donc en fait, ça c'était de manière générale, mais après nous, en tant que série, on n'intervient pas vraiment de manière directe, mais plutôt de manière indirecte. Parce qu'en étant en contact régulier avec les investisseurs, on arrive quand même à identifier ces différents besoins, à créer des échanges avec eux pour être dans une démarche, si vous voulez, anticipative, et de l'autre côté, échanger avec nos partenaires pour qu'ils puissent toujours adapter les formations à ces nouveaux besoins. Nous l'avons vu tout à l'heure, l'intelligence artificielle qui arrive, toutes ces nouvelles technologies, il faut forcément à un moment donné les intégrer, puis toujours être à l'affût de ces besoins que cherchent les investisseurs. Donc nous, en tout cas, on appuie beaucoup cette démarche, et puis on est surtout à l'écoute des investisseurs pour pouvoir être de l'autre côté, de l'autre côté leur apporter une offre globale qui pourra leur permettre de faire de faire le choix, comme je disais, de venir s'installer au niveau de notre belle région. Ça veut dire que vous créez une vraie passerelle entre les besoins des investisseurs, des porteurs de projets et l'offre qui est disponible dans la région sur le plan de la formation. Ça, c'est assez quand même original comme démarche. Exactement. Nous, on est quand même, de par notre position, ce coordinateur en fait, entre les différents acteurs, que ce soit privés ou institutionnels. Et du coup, on arrive quand même à faire ce pont entre les deux. Et ça, c'est plutôt génial. Donc, on ne va pas se plaindre. La dimension formation, compétences, elle fait partie également des mesures incitatives qui sont dans le lot que vous proposez pour pousser les investisseurs à opter pour Sousmassa. Ça fait partie de notre pitch. On a des compétences qui sont très qualifiées, engagées, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec très peu de turnover. Donc ça fait partie des premiers arguments en fait, qu'on sort dès qu'on est en train de négocier, on va dire, et de faire la promotion de notre région. Les autres mesures incitatives, quelles sont-elles que vous mettez en avant? On en a plein, évidemment. Je vais évidemment citer dans un premier temps la nouvelle charte d'investissement qui est la première, on va dire, notre premier, si je peux dire, argument, encore une fois, l'un des premiers plutôt, arguments pour parler de notre climat des affaires favorable et pour donner de plus en plus envie à ces investisseurs. Donc on a la nouvelle charte d'investissement qui permet, grâce à ces différentes primes sectorielles, communes et puis territoriales, de récupérer jusqu'à 30% du montant d'investissement, chose qui est évidemment pas négligeable. Et puis avec l'effort évidemment de la région, nous avons travaillé ensemble pour proposer, on va dire, un programme d'incitation régionale. Et les deux, en fait, se complètent, puisque l'investisseur, il peut effectivement bénéficier des deux. S'il est éligible à la nouvelle charte, il peut en bénéficier. Et puis, s'il est également éligible au programme d'investissement régional, il peut également en bénéficier. Il propose tout simplement une aide à l'acquisition du foncier. Nous avons des primes à l'emploi, Monsieur le Président de la région l'a cité tout à l'heure, et puis une aide pour tout ce qui est acquisition de foncier. Et tout ça, ça fait un très joli package, que ce soit pour les investisseurs marocains résidant à l'étranger ou étrangers également. Et on continue en fait de faire des efforts au quotidien pour améliorer ce package, puisque très bientôt, de nouvelles primes vont être intégrées au programme régional d'incitation à l'investissement, et ce qui fait que, si je peux dire, on aura l'une des plus belles offres incitatives au niveau national.
Alors parmi les éléments incitatifs, il y a également forcément, puisqu'on parle d'industrie, ces zones industrielles, et Chamal El-Faleh, pour l'Amran Souss-Massa, là aussi, comment est-ce que vous mettez en avant l'offre disponible, celle à venir, et puis j'imagine que vous devez aussi mettre en relief la mise à niveau qui est enclenchée pour proposer des zones industrielles toujours à la pointe. Effectivement, alors la démarche administrative. Alors, on a parlé de planification urbaine, donc anticipation pour permettre à des zones industrielles, des parcs industriels, des zones d'accélération industrielle de voir le jour. La démarche participative qui fait que ces zones répondent aux attentes exactement des industriels. Et donc, il y a, on va dire, la planification opérationnelle, c'est-à-dire l'exécution sur le terrain de tout cela. Ça passe par 3 leviers. Il y a d'abord la création de nouvelles zones. Il y a des zones existantes en fait, qui ne marchent pas très bien, pour lesquelles il faut faire un peu preuve d'ingénierie, d'innovation pour les redynamiser, les revitaliser. Il y a également des zones qui marchent bien, mais qui ont besoin de certaines installations, de modernisation, donc il faut mettre à niveau. Pour le premier cas, c'est des parcs, surtout industriels intégrés, qui ont vu le jour à travers des conventions de mise en valeur. Je remercie les ministères concernés, en particulier le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui a alloué des enveloppes très importantes, sans quoi ces zones-là n'auraient jamais pu sortir de terre. À titre d'exemple, pour ne citer que les zones industrielles que vous retrouvez à l'entrée d'Agadir sur la partie gauche, après la zone d'accélération industrielle. Donc nous parlons du parc industriel partie 1, 2, 3, parc industriel intégré. Nous parlons d'un investissement, rien que pour les travaux d'aménagement de la zone industrielle, donc sans compter l'investissement des industriels, de 530 millions de dirhams. On parle de plus de 187 lots qui sont disponibles sur une superficie d'ensemble de 94 hectares. Donc là, c'est une création de nouvelles zones. Le parc industriel intégré 1 et 2 entièrement commercialisé, valorisé en grande partie quand vous pouvez le percevoir quand vous entrez dans la ville. Le parc industriel partie 3 est en cours d'aménagement par le groupe Al-Omran. Il se trouve à l'arrière de ces 2 zones et les travaux avancent à bon rythme. Vous avez on va dire la revitalisation, la dynamisation de zones industrielles qui existent, mais qui ont été un peu faites sans démarche participative. Je vais prendre 2 exemples concrets. La zone industrielle de Oulet Seima et la zone industrielle de Tiznis. C'était des zones qui étaient commercialisées à des prix très élevés, on va dire déjà en perte de vitesse par rapport à l'offre qui était déjà sur Agadir, et aussi pas du tout en adéquation avec les attentes des industriels, ce qui est l'essentiel dans ce cadre de figure. Donc, avec les dispositifs incitatifs qu'a cité Madame la directrice, je vais en prendre un en particulier. Le conseil régional de Souss-Massa avait mis en place une offre qui consistait à donner à l'industriel de 150 dirhams au mètre carré s'il respectait son cahier de charge. Alors, l'offre, je crois, était limitée, à une date donnée, mais ça a eu un effet incroyable, sachant que beaucoup d'industriels se sont rués dès lors sur les lots qui étaient disponibles pour en bénéficier. Mais parallèlement, nous avons fait appel au ministère de l'Industrie et du Commerce en disant cette zone existe, elle ne fonctionne pas. Nous, comme aménageurs Al-Omran, les prix que nous avons mis en place ne fonctionnent pas. Alors, on va dire, coupons la poire en 2, supportons une partie de la perte et aidez-nous à subventionner l'autre partie pour que le prix d'affectation descende de 600 dirhams à 250 dirhams le mètre carré. C'est ce qui a été fait, vraiment, c'est à travers une convention de valorisation, ce qui fait qu'en fin de compte, pour Oulet Seima, à une période donnée qui était le pic d'acquisition, on se retrouve avec des industriels qui pouvaient acquérir à 250 dirhams et qui se retrouvaient avec l'offre incitative de la région à 250 dirhams. Donc en fin de compte, in fine, ils pouvaient acquérir à 0 dirhams. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de pas mal d'une grande campagne de communication et ça a marché. C'est la même chose pour Tiznit, là c'est même mieux. Le prix de sortie finale après la subvention du ministère de l'Industrie et du Commerce et l'offre consortie par le groupe Al-Omran était de 200 dirhams et avec 250 dirhams octroyés par la région, le bénéficiaire pouvait se retrouver avec 50 dirhams de gagné pour faire face à une partie de son investissement dédié. La troisième catégorie, c'est la mise à niveau de zones industrielles existantes. Je vais prendre par exemple la zone industrielle Tessila qui est à cheval sur la ville d'Agadir et sur la commune de Tchera. Il y a eu une formidable opportunité qui est le Millennium Challenge Account Agency, qui a mis en place un programme merveilleux, preuve de la magnifique coopération qu'il y a entre les États-Unis et le Royaume du Maroc, avec une enveloppe, je ne connais pas, qui est celle, je laisse la parole aux spécialistes au ministère concerné, mais en tout cas au niveau de la région, ils ont contribué à hauteur de 22 millions de dirhams
couplé à 25 autres millions apportés par les différents intervenants, ça fait 47 millions de dirhams qui ont permis vraiment de revitaliser cette zone, de lui donner un nouveau, on va dire, attrait, on va dire en améliorant l'éclairage public, en mettant en place des espaces verts, en construisant un siège de l'association des investisseurs qui en avaient besoin, ainsi de suite, en intégrant même quelques spécificités de Smart City dans les aménagements réalisés. Donc, je pense avoir cité les 3 cas, la création, la revitalisation et la mise à niveau avec le dernier cas, preuve de la richesse de l'offre qu'il y a au niveau de la région Souss-Messane. Offre également à travers Medz, Marwan Abdelaté. Vous, de votre côté, quelle offre spécifique vous apportez justement dans cet écosystème? Déjà, il est important de souligner que nous sommes présents dans la région à travers l'agropole, l'Aliopole et ensuite l'agropole sur une 150 hectares. Ensuite, à travers aussi la zone franche ou la zone d'accélération industrielle. Et justement, donc, Medz a été très tôt présente justement en tant qu'accompagnateur de la déclinaison des politiques publiques, notamment donc le plan d'accélération industrielle, le plan Maroc vert ou Génération Green tout récemment, justement pour aménager des zones qui puissent recevoir ce substrat justement ou ce portefeuille d'investisseurs et à créer justement la destination. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est créer cette destination et autour de cette destination, je parle de la Jamia la communauté de Drelga, de créer justement d'autres parties prenantes se sont joints justement à l'aventure, notamment donc l'ensemble de nos amis et confrères de l'Omran ont su aussi apporter une pierre à l'édifice en apportant aussi de la valeur ajoutée, une offre complémentaire, la cité des métiers et des compétences, et donc ça a créé cette émulation dans cette zone. Parce que là, la centralité qui m'a gagné Hicham, et on a créé c'était très difficile justement de convaincre les gens de changer de barycentre. Et donc, Medz aujourd'hui, elle intervient en tant que conseil et les autorités, parce que il faut comprendre que bien avant d'aménager une zone, il y a toute une partie qui n'est pas visible, ou qui est importante. C'est de se concerter avec l'aide précieuse du ministère du Commerce et de l'Industrie, de l'autorité locale, du ministère de l'Investissement aussi, pour pouvoir travailler sur des business models qui sont, je dirais, pérennes. C'est-à-dire, un business model d'une zone, شحال le dimensionnement ديالها, شحال فيها مقطار, شحال la taille moyenne, شحال le prix de sortie, etc., etc. Pour quel écosystème? Tout ça, les études amont sont extrêmement importantes. Ensuite, et donc Medz elle est partie prenante de cet exercice. Elle agit des fois en tant que maître d'ouvrage délégué de certaines opérations extrêmement importantes au niveau national. Et on en a quelques-unes d'ailleurs que nous gérons actuellement avec nos collègues du ministère du Commerce, de l'Industrie, mais également avec nos collègues du ministère de l'Investissement, je dirais, au niveau d'autres régions. Et donc il y a la partie, je dirais, qui se greffe après cette partie, qui est la partie aménageur de zones durables, etc. Une troisième étape qui est extrêmement importante, c'est que Medz, à travers directement ou à travers des filiales consoeurs du groupe CDG, participe à la gestion du site, parce que c'est important. C'est une zone industrielle. Il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre. Il faut qu'il y ait un gestionnaire du site qui suit un peu de près les doléances, qui puisse améliorer, et surtout qui fait Magassi Hichem, au moment opportun, je dirais, si les signaux se déclarent, essayer de réagir, je dirais, avec du curatif pour pouvoir faire durer la zone dans le temps et faire de telle sorte à ce qu'elle soit toujours attractive pour les investisseurs. Ensuite, l'offre je dirais, de valeur aussi de Medz, elle va parfois, lorsque je dirais c'est nécessaire, au-delà, en tant que facilitateur. حيت ملي كتكون Medz مثلا في une zone d'accélération industrielle, راه ما كيبقاش عندها غير le rôle d'aménageur. تيكون aménageur et concessionnaire. C'est-à-dire que le concessionnaire de la zone franche هو اللي كيسني l'autorisation de construire. Par exemple, et c'est un partenaire qui devient un partenaire, je dirais, de choix une zone. C'est le cas de la zone d'accélération industrielle ici. L'offre de valeur aussi de Medz peut être accompagnée de l'ensemble des chaînes de valeur des filiales consoeurs de la CDG.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une filiale qui s'appelle INE, qui intervient dans l'efficacité énergétique. On peut la mettre, c'est-à-dire nos commerciaux et nos chargés d'affaires peuvent mettre en relation les industriels qui souhaitent avec ces filiales-là. Nous avons une CDG Invest, par exemple, qui est dans l'equity, et à travers Nama Holding, un certain nombre d'instruments où, je dirais, CDG Invest peut participer, je dirais, justement, à l'accélération de certaines entreprises qui commencent, je dirais, dans un embryon petit, mais qui peuvent être, je dirais, avec un rythme accéléré en equity, c'est-à-dire avec CDG Invest qui rentre dans le... Dans le capital. Donc, il va investir et donc grandir et avoir besoin de plus d'espace, etc. Donc, c'est des, je dirais, c'est des tiroirs. On peut tirer le tiroir que l'on souhaite, mais en tout cas, sachez que c'est une offre de valeur qui est là et les équipes se font vraiment plaisir, ici ou ailleurs, je dirais, pour écouter et être à l'écoute des investisseurs. Alors justement, un des investisseurs, on va l'écouter puisqu'il est avec nous, c'est Farouk. J'aimerais que vous nous disiez à quel point la dimension à la fois territoire, mais également foncier et tissu industriel, a été déterminante dans le choix de l'implantation de Ségula ici dans Souss-Massa. Je vais mettre ma casquette d'industriel. Je vais pas garder celle de Ségula, mais je mets la casquette industrielle. L'une des premiers éléments à prendre en compte quand on entend un investissement dans une région, c'est le foncier. On a entendu l'offre qui est abondante et qui est plutôt complète. Il y a l'énergie. L'avantage des zones industrielles, c'est qu'elles sont équipées en énergie, donc il y a ce qu'il faut à ce niveau-là. Il y a aussi un tissu de sous-traitance qu'il faut avoir qui soit disponible dans la région, du fait déjà du tissu industriel qui est installé. Donc il y a un tissu de sous-traitance avec qui il faut collaborer tous les jours, des électriciens, des chauffagistes, des mécaniciens, etc. Donc ça, c'est important d'avoir cela. Il faut avoir un circuit du supply chain et de logistique développé. Je pense que la région est exportatrice, très connue, avec très bien connectée au reste des différents réseaux. On a entendu parler tout à l'heure du port sec qui est là en plus, donc qui va dans le sens de l'export et de la mise encore à disposition de plus de moyens pour pouvoir exporter et favoriser cette supply chain qui est là. Et puis il y a aussi les éléments de compétences. Tout à l'heure, on a parlé des universités, mais il y a aussi tous les techniciens et les ouvriers qualifiés qu'il faut mettre à disposition des différents opérateurs industriels. Et là, il y a les cités des métiers qui est là, il y a l'OFPT qui est là aussi, pour pouvoir accompagner ce côté-là. Les aspects R&D, et là je me rapproche plus des activités de Ségula, il y a des laboratoires de recherche qui sont présents, il y a les cités des métiers aux compétences où on peut commencer à initier des développements accompagnés avec des startups ou avec des projets internes aux différentes entreprises. Cela aussi permet d'avoir des moyens à disposition, à proximité, pour pouvoir s'engager sereinement dans du développement de projets industriels. Voilà qui est clair. C'est Essam Chabi, là sur la dimension logistique et notamment au niveau de l'AMDL, comment est-ce que vous vous positionnez pour consolider et renforcer l'attractivité et la dimension concurrentielle pour répondre aux attentes? On voyait, la dimension logistique, elle est bien sûr centrale, mais elle fait partie d'un tout. Exactement. En tout cas, de façon générale, l'agence, il a pour mission la mise en place d'une stratégie nationale qui vise en fait à améliorer la compétitivité logistique. Et j'emprunte un mot qui a été cité par Monsieur le Président de la région, il a parlé de déclinaison. Nous aussi, au niveau de l'agence, nous avons ce rôle de déclinaison de cette stratégie nationale au niveau territorial. Et nous avons commencé justement par la région de Souss-Massa. Et j'aborde aussi la question du foncier. Nous avons développé une zone logistique qui est en phase finale d'achèvement, qui est sur 45 hectares. Et nous apportons aussi cet élément foncier important dans le développement, que ce soit de la logistique ou de l'industrie, bien sûr avec des prix compétitifs, accessibles, qui rentabilisent en quelque sorte l'investissement dans les installations logistiques. Et nous pensons que ce type d'installation, il répond à certains, disons, défis, à certains impératifs, comme la mutualisation, la massification des flux. Ça ne sert à rien pour un industriel d'investir dans des moyens ou des installations logistiques. Il y a des prestataires logistiques qui savent faire cela, qui savent concevoir des bâtiments logistiques, qui savent les exploiter, qui savent comment gérer les flux de marchandises. Et je pense que
cette complémentarité entre les logisticiens d'un côté et les industriels de l'autre permettrait de laisser plus de temps et plus d'énergie aux industriels pour se focaliser sur leur cœur métier, sur leur business, le développement industriel. Et je pense que ce type d'événement, je pense qu'il faut davantage inviter les logisticiens. Je pense que le rapprochement entre ces deux populations est de nature à apporter une vraie réelle valeur ajoutée. Je pense que nous avons commencé à faire ça au niveau du public. Nous travaillons de façon étroite avec nos collègues MedZ pour essayer d'aller ensemble sur des projets conjoints, à l'image du Port Sec. D'ailleurs, nous sommes partenaires du projet de Port Sec à Agadir, qui est en phase de conception et de développement. Et je pense que c'est un exemple concret à la fois de convergence entre la logistique, entre deux politiques, disons, sectorielles qui sont la logistique et l'industrie, mais aussi une complémentarité entre acteurs de l'industrie et de la logistique. Et je pense que ce type d'installation va créer aussi un écosystème de prestataires logistiques, va essayer d'aider la région Souss-Massa à relever les défis qui sont posés, la mutualisation des flux de marchandises. Nous allons entamer une ère de traçabilité, d'intégration de la dimension environnementale dans la chaîne, dans la supply chain. Donc, toutes ces choses-là font que un rapprochement entre industriels et logisticiens, c'est vraiment quelque chose qui va être dans l'intérêt du tissu industriel, mais aussi dans l'intérêt du développement territorial et national. C'est Sam Chabi, justement, vous me tendez la perche et on fait un dernier tour de table, si vous voulez bien, sur cette dimension. Je voulais qu'on termine par ça, cette dimension durable, pour se projeter un petit peu sur l'avenir. Vous commenciez à l'évoquer. Non seulement il y a cette approche que vous prônez qui permet de créer des synergies, mais de s'inscrire aussi dans une dimension de durabilité et de respect de l'environnement. C'est un challenge majeur, en particulier dans une région comme celle dans laquelle on se trouve, comme Souss-Massa. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer? Quels sont, d'après vous, le ou les principaux challenges qu'il va falloir relever pour s'inscrire dans ces enjeux-là, que ce soit la décarbonation sur le plan du transport et de la logistique ou d'autres aspects? Exact. De toute façon, l'intégration de la dimension durable dans tous les secteurs, ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose qui s'impose à nous. La logistique se doit de minimiser au maximum l'empreinte logistique au sein de l'empreinte globale des produits industriels. Et je dis que ce n'est pas un luxe dans la mesure où demain, il y a des barrières non tarifaires de l'Union européenne qui va nous imposer, en fait, pour exporter des biens industriels, il faut que l'empreinte carbone soit vraiment au minimum. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être intégré dans la culture de l'entreprise industrielle de façon systémique. Il ne faut pas attendre une réglementation ou, disons, une contrainte pour agir. Le développement durable, l'intégration de la dimension environnementale, c'est quelque chose de fondamental pour l'outil de production industrielle de ces aires. C'est-à-dire à la fois prendre les devants, mais l'intégrer également parmi les paramètres du business plan. Tout à fait. Merci Chabi pour ces précisions. Il va falloir que je vous invite à remettre votre casquette d'industriel là aussi, parce que pour vous c'est à la fois un challenge en tant qu'opérateur, mais c'est aussi un challenge sur le plan territorial. Lorsque vous êtes amené à vous implanter, ça doit faire partie des paramètres que vous allez prendre en considération, la dimension durable. Cela est vrai parce qu'aujourd'hui, déjà dans notre quotidien, nos clients nous réclament du développement de produits durables répondant aux différentes normes aujourd'hui et des process durables pour pouvoir répondre déjà aux normes et on se rend compte que cette durabilité, au-delà du fait moral du sujet de la durabilité et de la sustainability, il y a aussi des freins réglementaires aujourd'hui qui sont très clairs. Pour pouvoir exporter, il faut avoir un bilan carbone inférieur à temps. Sinon, aujourd'hui, on se voit imposer des taxes par les différents pays vers lesquels on exporte nos produits. Donc ça devient aujourd'hui quelque chose qu'on intègre dès le début. Au moment de commencer les concepts
des différents produits au process que l'on met aujourd'hui sur papier avant de commencer à attaquer le développement dans son détail. Et pour la région, qui est une région connue pour l'agriculture, c'est quelque chose qui est déjà dans l'ADN de la population et puis du tissu industriel localement. Donc nous, on s'y inscrit de fait pour le respect des normes, pour respecter les différentes exigences des clients que l'on sert aujourd'hui. Et puis ça devient encore plus naturel quand on est installé dans une région qui s'appelle Souss-Massa. Marwan Abdelghati, quelle part ça occupe dans l'aménagement et les différents chantiers que vous enclenchez sur le plan des zones industrielles? Sur la partie durabilité. Absolument. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur et c'est un dossier, c'est un des premiers dossiers sur lequel je suis appelé à travailler parce que mon mandat est récent et donc la durabilité, la décarbonation en général, qui est aujourd'hui une nécessité, nous appelle de notre part justement une revue de nos process, je dirais, qui ont été suivis jusqu'à aujourd'hui, en essayant de repenser justement donc cet apport, pas uniquement pour se mettre à l'odeur et au goût de la mode, mais c'est aussi parce que c'est une nécessité et qui participera à la diminution de la facture énergétique, électrique pour les industriels, surtout ceux qui sont bien évidemment qui sont en moyenne tension et en haute tension, mais aussi n'oublions pas aussi la denrée eau, parce qu'il n'y a pas que cette durabilité appelle de chez nous aussi des guides de bonnes pratiques à distribuer pour nos industriels, sur lesquels on devrait normalement être capable de les intégrer dans notre offre de valeur pour que les industriels puissent aussi connaître un peu quels sont les basics déjà, et puis ensuite un peu plus améliorer quelles sont les choses à faire pour pouvoir améliorer la consommation d'eau à l'origine, etc. Ensuite, la partie traitement des eaux, STEP, c'est-à-dire il faut que systématiquement, sur l'ensemble des steps que MedZ a réalisés, qu'on puisse être dans une logique avec le partenaire, notamment donc les SRM avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, dans une logique de récupération de ces eaux pour pouvoir les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts qui sont au niveau de la zone, que ce soit qui sont, je dirais, qui ceinturent les zones, ou là, qui sont les terre-pleins centraux, etc. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels on est appelé avec l'équipe à travailler. Ouais. Vous évoquiez que votre mandat était assez récent. Ça fait exactement aujourd'hui, j'ai vérifié, 1 mois que vous avez été nommé, jour pour jour. On vous souhaite plein succès, en tout cas, mais au regard des témoignages qu'il y a eu dans la salle depuis tout à l'heure, on ne se fait guère d'inquiétude ou de doute. Merci en tout cas pour votre contribution à ce panel. C'est Marwan Abdelghati, Ila Farouk également c'est Hicham El Fallah pour l'Omran. Toujours le même sujet. Toujours le même sujet, ce sera la thématique de clôture de ce panel. Je ne sais pas si vous le savez, mais le groupe L'Omran a entamé donc un chantier de transformation assez important. En suivant les organes de presse, je pense que vous pouvez vous en apercevoir. Et la région Souss-Massa n'échappe pas à la règle. Nous sommes depuis maintenant 3 ans certifiés RSE. Nous sommes d'ailleurs la première filiale du groupe L'Omran, c'est celle de la région Souss-Massa à avoir obtenu ce label. Donc ça montre un peu, on va dire, la dynamique d'excellence qui est au niveau de la région et qui a tendance à nous pousser également vers l'avant. Et forcément, parmi les critères, il y a également la durabilité qui est très importante dans le choix des matériaux, dans le choix des process d'aménagement, de construction. Nous veillons à ce que le cycle de vie soit le plus longtemps possible. C'est-à-dire que nous n'avons plus l'approche de réduction des coûts, puisque le but c'est de rentrer, d'être dans un montage technico-financier viable, point. Et nous sommes dans la démarche de montage technico-financier viable et surtout durable. Et donc dans ce cas, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui font que, en parfaite coordination avec les services externes concernés, c'est Marwan a cité la SRM, il y a également d'autres acteurs, les canalisations par exemple d'alimentation en eau potable, d'assainissement, aujourd'hui sont vraiment très durables,
parce que nous connaissons les débits et les flux qu'il y a pour les industriels. Donc ce sont des réseaux qui sont très très sollicités. Donc aujourd'hui, nous faisons appel aux meilleurs matériaux. Je ne vais pas rentrer peut-être dans le détail. Vous avez des exposants, j'ai vu qu'ils font ça et je vous invite à voir leur stand. Je ne fais de la publicité à personne, mais il y a des choses intéressantes. Il y a également les matériaux d'éclairage public, les bordures, la chaussée. En fait, vraiment, dans le détail, il y a le choix des meilleures matières qui font que ces zones-là seront, Inch'Allah, très durables et les industriels y trouveront leur compte. Et bien sûr, dans la démarche RSE, il y a l'économie d'énergie, il y a bien sûr la ressource hydrique qui est aujourd'hui de taille, qui est très importante. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour que l'industriel fasse son projet, crée la richesse qui est attendue, crée de l'emploi comme c'est attendu, mais dans le total respect de l'environnement et surtout dans une optique de durabilité qui aujourd'hui s'impose de fait. Et ça aussi, c'est un des leviers d'attractivité d'une région comme Souss-Massa. Je me tourne vers vous, Kenza Gassi, pour clore et refermer ces échanges dans le cadre de ce panel. Finalement, est-ce que ce ne serait pas le cadre de vie à Agadir et dans l'ensemble de la région, qui serait l'un des leviers, l'une des garanties de cette durabilité, à la fois sur le plan de l'attractivité, mais également sur le plan de la continuité par rapport à tous les efforts qui sont déployés et à la préservation des richesses et de ces ressources? Entre autres, évidemment. On a parlé évidemment depuis tout à l'heure du climat des affaires avec l'ensemble et les différents atouts dont regorge notre belle région, évidemment. Et encore une fois, nous, étant en contact au quotidien avec les investisseurs, on connaît les raisons qu'ils cherchent. Enfin, pas les raisons qu'ils cherchent, les raisons qui font qu'ils décident de s'installer au niveau d'une région. Et qu'est-ce qu'ils cherchent en tant, premièrement, qu'investisseurs, mais autant aussi qu'être humain, une personne qui va venir investir et puis aussi vivre. Et c'est ça qu'ils cherchent, c'est une combinaison, en fait, un équilibre d'un climat d'affaires favorable et puis d'un cadre de vie agréable. Et on ne le dira jamais assez, nous avons tous les ingrédients pour. Connectivité, infrastructure d'accueil, ressources humaines, cadre incitatif, l'aspect durabilité. Et nous, en tant que série, on y travaille aussi, parce qu'on est très conscient des difficultés que parfois un investisseur peut rencontrer, notamment par rapport à la problématique eau. Et on a lancé cette année un programme dédié à cette problématique, dont l'objectif est d'accompagner les investisseurs pour trouver des solutions, notamment pour réduire leur consommation en eau. Donc ça, c'est une première. Et puis je reviens aux différents atouts. Effectivement, nous avons tout le côté, enfin les atouts naturels, la mer, la montagne, il fait beau, on a quasiment 350 jours, mais quasiment, enfin on a le soleil toute l'année. On a des meilleurs spots de surf pour les digital nomades qui sont à la recherche, encore une fois, de lieux mythiques pour pouvoir travailler, en même temps profiter des belles vagues que notre région offre. Mais qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? Je pense que tout est clair. Et puis, encore une fois, appel à tous les investisseurs potentiels de la région. Venez passer quelques jours. Si ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu à Agadir, et vous allez faire le constat par vous-même. Avec ça, il y a fort à parier que la population d'Agadir et de la région risque d'augmenter sensiblement dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je vous remercie infiniment. Kenza Gassi, on applaudit nos panélistes très fort, mesdames, messieurs. Directrice générale du CRI Souss-Massa, Hicham Faleh, directeur général d'Al Omran Souss-Massa, Marwan Abdelaati, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, président directeur de Metzed et DGA, le CDG Développement, c'est Abdelila Farouk, directeur général de Ségula Technologie Maroc, et monsieur Aissam Chabi, directeur de la stratégie et des études à l'Agence marocaine de développement et de la logistique. Et merci à vous, mesdames, messieurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ces échanges. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à ces sujets, et on va continuer à les explorer, toutes les potentialités dont regorge la région Souss-Massa demain dans le cadre de ce forum international de l'industrie et des services. Il sera question d'innovation, il sera question de jeunesse, de start-up. Il y aura énormément de choses qui seront échangées. On se donne donc rendez-vous demain, pas exactement à la même heure, ça sera un petit peu plus tôt, dès la matinée à 9h, mais à coup sûr au même endroit. Passez un très bon après-midi et à demain. Merci beaucoup.